Je vous demande un peu d'attention. On va reprendre donc avec une prochaine intervention, celle de Delphine Morinière, qui nous parlera de l'association Langue Commune, de son parcours professionnel, parce qu'elle est cofondatrice de l'association et de l'activité de cette association. Je vous laisse, Justine, je te laisse gérer la présentation. Très bien, mais je crois que Tatiana a tout simplement présenté Delphine Morinière, qui donc durant tout son parcours professionnel, durant ces 15 dernières années, n'a pas quitté le domaine du FLE et en est arrivée à la création, à la co-création de l'association Langue Commune dont elle nous parlera également. Je lui laisse la parole dès à présent. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Ouais. Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir à Grenoble. J'arrive de Lyon avec pas mal d'embouteillages ce matin. Donc, je m'appelle Delphine Morinière. J'ai fait un DESS. Donc, DESS, c'est Master 2 en 2002 à Lyon 2, c'était donc un master en FLE et coopération éducative. Et à la suite de ce master, je suis partie à l'étranger parce que j'avais très envie d'aller enseigner à l'étranger, découvrir un petit peu différentes cultures. Et j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études en Inde, en Alliance française, où j'ai fait une direction, en fait, un remplacement de direction pendant 6 mois. Donc c'était une grosse alliance et du coup, j'ai pu toucher à plein de postes différents. C'est-à-dire que j'ai fait du FLE, mais j'ai fait aussi de la coordination de projets culturels. J'ai travaillé avec la médiathécaire, etc., etc. À la suite de cette expérience qui était vraiment très intéressante, j'ai pu obtenir un poste en Jordanie, où je suis restée plusieurs années en université. Donc, c'était un poste, alors je vous donne le titre parce que ça peut intéresser certains qui veulent partir, c'était un contrat de résidence sur place. Ça veut dire que, en fait, j'étais détachée du ministère des Affaires étrangères dans une université. Donc, j'avais un salaire français et des conditions qui m'ont permis ensuite de pouvoir toucher le chômage quand je suis rentrée. Et ça, c'est important. Mais j'étais détachée. En fait, j'habitais là-bas. Donc, du coup, on ne m'a pas payé mes billets d'avion ou mes déménagements, etc. Du coup, je suis restée sur ce poste pendant 3 ans. Et je faisais de l'enseignement, mais pas que. Je faisais aussi de la coopération universitaire et culturelle. Donc, j'ai monté plein de festivals de cinéma, j'ai fait venir des artistes, des concerts, etc. Donc, du coup, c'était très varié en termes de postes. Et à la suite de ce poste-là, j'en ai obtenu un deuxième dans la région, et c'était en Syrie, à Latakié, où là, j'ai fait de la coopération universitaire. Et j'étais aussi sur un poste de résident sur place, détaché du ministère des Affaires étrangères dans une université, où je m'occupais d'un programme qui s'appelait le programme des assistants boursiers pour des doctorants qui allaient faire leurs études en France, qui avaient été sélectionnés. Donc, c'était un programme un peu d'élite. Et moi, je gérais des équipes d'enseignants qui donnaient les cours à ces personnes pendant 1 an avant d'arriver en France. Et ils devaient obtenir le B2, en fait, en fin d'année, pour pouvoir rentrer à l'université française pour leur doctorat. Et je faisais aussi, j'accompagnais les collègues syriens sur le diplôme de master qui était en train d'évoluer. Je faisais venir des universitaires français, je montais en partenariat des colloques, des séminaires, etc. Donc, c'était plus un aspect scientifique, moins culturel qu'en Jordanie. Et à la suite de ce parcours à l'étranger, j'ai décidé de rentrer en France parce que j'avais passé pas mal d'années à l'étranger et que j'enseignais une langue, une culture, et j'étais en train de la perdre un petit peu parce que j'habitais depuis longtemps à l'étranger. Donc, je rentrais tous les ans, mais voilà, je me sentais détachée de mon environnement. Donc, je suis rentrée en France et en fait, je pensais rester 1 an et puis je suis restée à Lyon et voilà, j'ai obtenu un poste dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. J'avais fait du bénévolat quand j'étais en master FLE, déjà pour la Croix-Rouge
auprès de ce type de public. Et j'avais adoré cette expérience et j'ai pu donc intégrer un centre d'accueil où je me suis occupée de l'enseignement du français pour les demandeurs d'asile, mais aussi la gestion de la vie quotidienne pour les personnes qui arrivent d'à peu près partout dans le monde, souvent avec des parcours d'exil très complexes. Et du coup, pour les aider à s'inscrire dans le territoire, à rencontrer des gens, à voilà, se faire des réseaux aussi. À la suite de ce projet, donc dans ce CADA, j'ai pu intégrer dans la même association qui s'appelle Forum Réfugiés. C'est une grosse association à Lyon et ailleurs en région qui s'occupe donc des demandeurs d'asile et des réfugiés. J'ai intégré un programme qui s'appelait Andatu, et c'était un programme pour sortir des personnes roms de Roumanie de squat à Lyon et les intégrer dans un dispositif pérenne avec une mise en logement, du soin, scolarité, suivi de la scolarité des enfants, etc. Et moi, j'ai fait tout le programme de formation en français langue étrangère, mais pas que, parce que je me suis rendu compte que 80% des personnes que j'accompagnais, donc c'était des adultes, étaient analphabètes. Donc j'ai découvert l'alphabétisation à ce moment-là, et ça a été une plongée dans autre chose. Ce n'est pas la même chose que le français langue étrangère, même si il y a des bases communes, mais c'est encore autre chose d'apprendre à lire, à écrire à des gens à l'âge adulte. Je suis restée 3 ans sur ce programme, tout en essayant de m'auto-former en alphabétisation. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré une personne qui a travaillé avec moi, qui s'appelle Marie Di Folco, et qui m'a dit, quand on aura fini Andatu, on monte un truc ensemble. On arrête de bosser pour les autres, en fait, on monte un truc ensemble, avec nos convictions, notre éthique de travail, toute notre vision, donc éthique, mais pédagogique aussi. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, en 2016, toutes les deux, on était à un moment où moi, j'avais quitté Forum Réfugiés, elle aussi. On travaillait dans différents endroits. Moi, j'étais à mon compte. Et on s'est posés toutes les deux. Et puis, on a rédigé notre projet d'association et c'est devenu Langue Commune. Alors, est-ce qu'on le voit ouais. Vous ne le voyez pas ici, peut-être pas, mais en distanciel, je pense que... Langue Commune, donc c'est une association. Voilà. Ça, c'est l'objet de l'association. C'est donner accès à la langue française à toute personne en demande et par tous les moyens. Par ce biais, l'association tend à favoriser l'autonomie et à lutter contre l'exclusion sociale et professionnelle. Voilà, c'est nos statuts qu'on a déposés. À côté, j'ai mis l'équipe parce qu'on est 2 salariés, donc avec Marie, mais on a aussi une équipe autour de nous. On a une présidente, un trésorier, des administrateurs, un secrétaire. Et la présidente, on a choisi de la demander à Véronique Rivière, qui est une universitaire, parce que toutes les deux, vu qu'on a fait des études à Lyon 2, on trouvait important à un moment de faire une passerelle entre le FLE, mais surtout l'alphabétisation et l'université, ce qui se fait très peu en France. Et du coup, elle a accepté d'être notre présidente, elle l'est toujours depuis 2017. Langue commune, en gros, on fait des modules d'alphabétisation, des modules thématiques. On fait de l'alphabétisation fonctionnelle, c'est-à-dire que chaque module qu'on propose est lié à un thème. Donc, ça peut être rentrer dans un logement, se déplacer dans Lyon, s'occuper de sa santé, comprendre comment aller chez le médecin, etc., etc. Donc, on est vraiment sur des thèmes qu'on a relevés quand on travaillait aussi à Andatu avec les personnes analphabètes pendant 3 ans, ce qu'on a pu voir des besoins des personnes. Et du coup, on propose des modules qui durent 60 heures, qui sont semi-intensifs, 3 fois 2 heures par semaine, pendant 10 semaines. C'est-à-dire que les personnes, elles connaissent le début et la fin. Il faut savoir que les personnes analphabètes, elles ont un rapport à la temporalité qui est différente. Elle ne se repère pas forcément dans un calendrier. Donc, nous, on met en place plein de choses pour que les personnes arrivent à s'inscrire sur notre projet de module et y rester jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'entrée et sortie permanente.
Et le groupe est stable de 12 personnes. Et en général, on n'a pas d'abandon ou quasiment pas d'abandon. Ou pour des raisons diverses, comme une mise à l'emploi ou rentrer dans une formation aussi. Les personnes qu'on accompagne, c'est des adultes. Alors, des adultes, c'est large, hein, de 20 à, on va dire, 70 ans. Et c'est des gens qui sont volontaires, qui viennent parce qu'ils veulent apprendre à lire et à écrire. Donc, qui n'ont jamais été ou très peu scolarisés toute leur vie et qui ont comme ça une démarche tout d'un coup dans leur vie de dire, ben voilà, j'ai envie un minimum d'apprendre à lire et à écrire. Alors parfois, certains veulent juste apprendre à lire ou écrire leur prénom et avoir une signature, par exemple. Et puis d'autres veulent aller beaucoup plus loin que ça. Donc voilà, on essaye de répondre à tous ces besoins-là en construisant ces modules sur mesure. On a aussi des permanences sociales et juridiques avec une assistante sociale qui vient pendant les durées du module pour accompagner les personnes sur leurs difficultés. Parce qu'il y a souvent, quand on ne sait pas lire et écrire, on a souvent plein d'autres difficultés dans sa vie. Parce qu'on ne sait pas lire ses courriers, on ne sait pas envoyer un mail, on ne sait pas se repérer dans la ville. Voilà, donc les personnes se créent eux-mêmes des outils. Mais nous, on essaye de les aider à dépasser ces difficultés-là. En sachant que c'est des personnes qui, quand elles habitaient chez elles, étaient analphabètes, mais avaient leurs racines sur place et avaient leurs outils. Et que quand elles sont arrivées en France, elles ont juste tout perdu leur repère. On fait donc ces modules d'alphabétisation et à côté, on s'est monté en organisme de formation. Donc ça, c'est aussi un travail assez laborieux de se monter en organisme de formation, d'avoir un numéro, etc. Et on répond à des commandes de sur mesure. Donc là, on n'est pas trop sur l'alphabétisation, on va être beaucoup sur le FOSS. Et on vient nous chercher vraiment pour créer du sur mesure. Alors ça peut être des personnes, des salariés qui sont toujours dans l'apprentissage du français et qui veulent passer le code de la route et le permis de conduire. Nous, on vient nous demander de construire une formation code de la route, donc du FOSS, avec énormément d'analyse avant, de création d'outils, etc. Et les personnes, on les accompagne et puis après, elles vont passer leur code de la route et leur permis. Enfin, pas toutes, mais il y en a quand même beaucoup qui finissent par l'obtenir. Elles découvrent que c'est dur, en fait, le code de la route en France. Et voilà, on travaille aussi avec des mineurs non accompagnés, avec des salariés en insertion professionnelle, etc. Voilà, je vous ai... Voilà à peu près. Alors, excusez-moi, c'est les chiffres de 2021 de notre rapport d'activité, parce que notre rapport d'activité 2022, il n'est pas prêt. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer voilà, ce qu'on peut faire sur une année à langue commune. Sur l'année 2021, on avait 85 apprenants qui sont passés dans notre structure. 58 adhérents qui nous soutiennent par des dons, parfois par du bénévolat, mais pas pour l'enseignement. L'enseignement, il est fait par moi et Marie. On fait des projets de recherche aussi, donc avec l'Université Lyon 2 sur le temps et l'espace des analphabètes. On a monté une journée d'études l'année dernière, puis on continue ce travail. On est avec plusieurs chercheuses. Et puis, on a aussi travaillé sur un projet d'alphabétisation par la bande dessinée. Et pendant 2 ans, avec des chercheurs anglais, on est allé là dernièrement présenter nos travaux. Donc, voilà, comment la bande dessinée peut aider à apprendre à lire et à écrire. On a des stagiaires. Vous voyez, en 2021, on en avait 3. On a des stagiaires M1, M2, plutôt Lyon 2, mais en tout cas, on accueille des stagiaires tous les ans. Donc des bénévoles. Une certification. Alors la certification, c'est un label qui s'appelle Calliope, qui est devenu une obligation pour les organismes de formation. Et c'est un label qualité qu'on a passé il y a 2 ans et qui est très complexe à passer parce qu'il faut montrer des preuves que vous rentrez dans le cadre des organismes de formation. Donc ça, c'est un gros boulot.
On avait 4 années d'existence, donc là, on rentre dans la 6e. On a fait 3 modules d'alphabétisation cette année-là. Donc, ça correspond à 180 heures d'alphabétisation, 60 heures x 3. 6 actions de formation. Les 6 actions de formation, ce sont celles qui nous sont commandées et qui font qu'on obtient des financements. Et 536 heures de formation pour nous deux. Et donc, on a aussi 2 intervenantes spécialisées qui travaillent avec nous, une psychologue, ethnologue et une comédienne, parce qu'on fait aussi du théâtre, parmi les milliers de choses qu'on fait à Langue Commune. Voilà, et on est 2. Et on ne travaille pas plus de 35 heures par semaine, on essaye. Bien sûr, les 2 ou 3 premières années, ça a été très intense. Et puis là, on est arrivé à une stabilité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous commandent des formations, on a beaucoup de travail, mais on essaye quand même d'avoir une vie privée aussi à côté, de ne pas tout donner à notre association. L'avantage, en tout cas, d'être à son compte, c'est que, en fait, on travaille comme on a envie. C'est-à-dire que nous, ce qui nous a toujours dérangé, parce que toutes les 2, on a travaillé dans plein de différents organismes, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de temps de prépa. Et à Langue Commune, on prend tout le temps de prépa qu'on veut. C'est-à-dire que si on a envie, on a une formation qui dure 2 heures, et si on a envie d'y passer la journée précédente pour préparer, eh ben, on prend la journée précédente. C'est un peu, voilà, pour nous, c'est un luxe, hein, mais c'était primordial de pouvoir créer des contenus qui nous semblaient de qualité telle que nous, on l'entend, et qui répondent vraiment aux besoins spécifiques et sur mesure des personnes qu'on accompagne. Ouais, j'ai deux, trois petites photos pour vous montrer un petit peu avec quel type d'outils on travaille. Donc, on travaille beaucoup avec les bibliothèques, des médiathécaires et dans les espaces numériques. Donc, on fait beaucoup d'allers-retours aussi dans ces espaces-là avec une équipe qui crée des documents sur mesure qui sont en lien avec les thèmes de nos modules. En cours, dans nos formations, les gens ils sont souvent debout, ils travaillent en équipe, ils vont au tableau. On crée beaucoup de documents, beaucoup d'images, soit avec les personnes analphabètes, mais pas que. Voilà, donc on découpe beaucoup à Langue Commune. On travaille donc avec le numérique. Là, je vous ai mis un exemple sur la formation, une formation code de la route, où on va travailler à partir de l'image du code, des panneaux de code, et puis on va essayer de les remettre en ordre, essayer de voir qu'est-ce qui est une fin d'obligation, une obligation, etc., pour que les personnes arrivent à se retrouver dans ce laborieux travail. On travaille avec la bande dessinée aussi, beaucoup. Surtout avec des passages de bande dessinée. Voilà. Et des ardoises aussi. On a découvert les ardoises pendant le Covid et on a trouvé ça vachement bien. Voilà. Mais dans tous les groupes, à n'importe quel niveau, on travaille avec les ardoises et on s'est rendu compte que les apprenants, ils adoraient ça. Et puis, on fait plein d'activités à côté aussi. Donc, ça peut être un atelier de réparation de vélo, du bricolage, création d'une lampe, des cours de théâtre, de respiration, pour que les gens arrivent à oser s'exprimer en français. Il faut savoir qu'on travaille principalement avec des personnes exilées qui ont vécu des choses parfois traumatiques. Et du coup, parfois, le français ne veut pas sortir, et c'est normal. Et donc, du coup, le théâtre, en tout cas le théâtre tel qu'on le pratique, alors, ils ne vont pas mettre en scène des choses, hein, mais ça va être vraiment travailler sur le corps, sur la respiration, se tenir debout, oser sortir sa voix, peu importe en fait, on s'en fout si ça ne va pas au niveau phonétique, déjà au moins oser parler. Et puis on fait des sorties dans Lyon, parce qu'il y a plein de choses à faire, opéra, on a des tas de partenaires, Opéra de Lyon, la Maison de la Danse, etc. Voilà. J'ai essayé de faire synthétique. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on a... Donc, Tatiana, je te laisse la main pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, je demande d'abord? Oui. Laura, tu peux peut-être te présenter avant. Oui, merci beaucoup. Donc, Laura Abouaïdar, professeure en didactique ici. Je voulais vous remercier pour votre présentation. Et en fait, je ne sais pas si c'est une question. Vous avez dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui a fait un grand écho par rapport à mon propre vécu, puisque j'ai alterné aussi entre des postes en France et des postes à l'étranger. Vous avez dit, j'enseignais une langue et une culture que j'étais moi-même en train de perdre. Et ça, c'est une dimension qui est hyper intéressante de mon point de vue et qu'on aborde très peu. Je pense à nos formations initiales et continues. On insiste en général sur le caractère peut-être un petit peu insécurisant de se retrouver soi-même à l'étranger, mais on insiste beaucoup moins sur le risque de comment dire, de la décentration par rapport à soi, qui peut amener à un point de rupture. Et je trouve que c'est très intéressant. On a l'habitude, à l'étranger, dans mes expériences passées, on se disait, oui, il faut rentrer en France pour rester adaptable. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus par rapport à votre propre pratique, voilà, par rapport au séjour que vous avez pu faire? Merci. En fait, plus j'habitais à l'étranger, à des moments, quand je rentrais en France, j'étais vraiment décalée. Je me sentais de plus en plus décalée avec tout ce qui s'était passé en termes d'événements, en termes les livres qui étaient sortis, la musique, le cinéma, même s'il y avait des centres culturels, hein, donc français, donc je pouvais quand même, quand j'étais à l'étranger, continuer à voilà, puis Internet, etc. Mais c'est quand même pas pareil. Je me sentais comme un ovni, en fait. En plus, j'étais dans une région, j'étais au Proche-Orient, à l'époque où Yasser Arafat est mort, etc. Enfin, voilà, il y a eu des difficultés dans le sud Liban. Donc, j'étais quand même. Il y a eu des attentats à Amman, en face de chez moi. Donc, j'étais dans une réalité qui n'avait juste plus rien à voir à ce que vivaient mes amis en France. Et du coup, ça me faisait du bien de rentrer en même temps, d'avoir cette piqûre de rappel avec les gens que j'aime. Mais en même temps, je me sentais complètement décalée. Et du coup, il y a des blagues, il y a des choses qui... Voilà, ça bouge beaucoup, en fait, même là, au niveau de la langue, etc. Et moi, des fois, je ne m'y retrouvais plus, en fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer. Mais je me disais, je rentre, je fais une bonne piqûre de rappel pendant un an, voilà, je me remets bien d'aplomb, puis je repars. Et puis voilà, finalement, je suis pas repartie. Et puis, mon parcours continue en France, où du coup, je travaille avec des gens du monde entier et j'ai plus très envie de partir maintenant. Mais ce n'était pas mon projet. Mon projet, c'était vraiment de continuer ma carrière à l'étranger. Voilà, ça a répondu à... Ouais. Merci beaucoup. On a une autre question dans la salle, je crois. Oui, Claudine Moïse, professeure ici, en sociolinguistique. Merci, c'est très intéressant. Sur le lien avec l'université aussi. Je suis responsable des stages aussi, donc c'était un peu dans ce sens. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des financements publics pour vos salariés? Comment vous, si c'est pas indiscret, combien vous gagnez? Et combien, j'ai vu, vous aviez 3 stagiaires. Est-ce que ça correspond à ce qu'il vous faut? Est-ce que vous pouvez en prendre plus? Est-ce que, voilà, c'était un peu toutes ces questions-là autour du fonctionnement de l'association. Alors, je vais vous montrer une diapo que je n'ai pas montrée tout à l'heure. Qui est là. En fait, ça, c'est le fonctionnement de langue commune. En gros, pour créer un module d'alphabétisation, on fait des prestations de formation avec notre organisme de formation. On a des adhésions, on a des dons financiers, parfois ça peut être manuel aussi, et quelques subventions, mais pas des subventions publiques. On a fait le choix de ne pas avoir de subventions publiques parce qu'on ne veut pas qu'on nous dise le nombre d'hommes, le nombre de femmes, le nombre d'années sur le territoire, etc. On ne veut pas sélectionner le public qui veulent apprendre à lire et à écrire. On veut que ça soit une démarche qui vienne d'eux. Et du coup, c'est un choix. Nos prestations de formation, on en fait 6 par an, mais c'est des grosses formations qui durent parfois 300 heures ou 100 heures, 80 heures. Voilà, donc on a un coût.
Tout cet argent-là nous permet d'ouvrir 2 à 3 modules d'alphabétisation par an. Oui. Combien on gagne? On gagne, on est pas beaucoup, hein. On est à 1 500 € par mois pour le moment, mais là, on va s'augmenter. On a fait ce choix-là du petit inconfort financier pour tout le reste du confort. Voilà, c'est un vrai choix, hein. Et puis, quand c'est soi-même, c'est pas pareil. Parce que moi, je n'accepterais jamais d'être payé 1 500 € dans un organisme de formation aujourd'hui. Et je ne vous souhaite pas d'accepter ce type de salaire-là. Mais quand c'est à nous, c'est différent. Et on fait des compensations de vacances, par exemple. On a beaucoup de vacances. Subvention type fonds du développement de la vie associative, qui nous donne tous les ans. Non, 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 non. Alors, fondation, on a l'Archipel des Utopies qui nous a donné un financement une année, et Un Monde par tous, qui sont des fondations privées. Quand on a démarré en 2017, on a eu 10 000 € par la fondation Un Monde par tous, qui nous a permis en fait de mettre en place le premier module d'alphabétisation. Et il faut savoir que les 2 premières années, nous, on était à notre compte, à côté. Donc, on faisait des formations. Alors, on ne s'est pas payé pendant 2 ans. On fait tout de A à Z. Ouais. Donc, voilà. Oui. Quelques pistes pour se former à l'alphabétisation. Alors, il faut aller voir du côté des Belges. Parce qu'eux, ils ont monté beaucoup de choses sur l'alphabétisation, qu'ils appellent l'illettrisme. Alors qu'en France, on fait la différence, mais en Belgique, on ne fait pas de différence. Donc, vous pouvez aller voir sur les sites de... je ne vais pas la voir là. Pardon, je n'ai pas le nom, mais il suffit de regarder alphabétisation et Belgique, et en fait, c'est porté par l'État en Belgique. Donc, ça n'a rien à voir avec la France. Et ils font des mallettes pédagogiques, etc. Ils ont des articles en ligne qui sont très intéressants. Voilà, merci. Lire et écrire. Alors, une autre question beaucoup plus personnelle de Louise, qui a besoin de conseils et qui vous demande: je n'ai jamais enseigné à l'étranger, j'ai envie de sauter le pas, mais j'ai des appréhensions. Me conseillez-vous de sortir de ma zone de confort? Moi, je pense qu'il ne faut même pas se poser la question, il faut vivre ses rêves, et il faut bien sûr sortir de sa zone de confort. Bien sûr. Elle s'appelle Louise? Ouais. Surtout si elle est jeune et que voilà, qu'il n'y a rien. Mais même les moins jeunes. On n'a qu'une vie, hein, donc il faut y aller. C'est ce qu'on dit à tous nos stagiaires, hein. On a souvent des stagiaires comme ça qui veulent passer le pas et qui ne savent pas trop, qui se posent plein de questions. Donc, avec Marie, nous, on coach. Il y a eu beaucoup de questions sur le financement, hein, donc du coup, je ne les repose pas, mais il y a une question sur la gouvernance au niveau du CA. Voilà, comment ça fonctionne. Alors, on a une présidente, un trésorier. On est sur une gouvernance hyper classique, hein. Un trésorier et un secrétaire, et puis des administratrices. Donc, la présidente, elle est universitaire. Le trésorier, il est dans les travaux publics. Et le secrétaire, c'est quelqu'un qui est conseiller en insertion professionnelle. Et on a une personne, donc administratrice, qui est en ressources humaines, mais qui vient du FLE, et une autre qui est juriste du droit d'asile. Donc, toutes ces personnes-là, on leur a proposé de se présenter. Elles ont été élues, mais c'est aussi des gens qu'on a un petit peu, qu'on connaissait pour leurs compétences. Et c'était important pour nous de s'entourer aussi d'une équipe solide et compétente.
parce qu'on n'a pas les réponses à tout. On s'est auto-formé à plein de choses, à créer des budgets, etc. On a un comptable aussi, hein. On a un conseil mais qui est extérieur à la structure. Donc, du coup, on fait 3-4 conseils d'administration par an. Et ça permet de répondre à des questions qu'on peut avoir. Et voilà, et l'équipe est toujours de très, très bons conseils. On est vraiment... c'est une équipe sans qui Langue Commune n'existerait pas. On ne s'en sortirait pas à deux s'ils n'étaient pas là autour, avec justement un petit peu, parce que nous, on a la tête dans le guidon quand même. Donc, eux permettent de mettre de la distance, de réfléchir à l'éthique aussi, parfois, des projets. Voilà. Juste, je vous transmets la réponse de Louise, qui admet ne plus être très jeune, mais qui vous remercie beaucoup pour votre réponse spontanée. Je repose ma question. Est-ce qu'il y a des interventions, des commentaires dans la salle? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Chérine, je suis également candidat à Master FLE et pour le moment, je suis à la recherche d'un stage. Vous avez parlé du coup, chez Langue Commune, vous avez des stages. Est-ce que c'est forcément pour les étudiants M1 et M2 ou c'est pendant quel moment de l'année vous recevez des stagiaires? Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus, s'il vous plaît? Effectivement, mais c'est bien que vous reveniez dessus parce que je n'y ai pas répondu tout à l'heure. En fait, nous, on reçoit pas mal de demandes de stage et on prend au moins minimum un stagiaire par an, minimum sur des temps longs. Ce qui est intéressant, c'est plus sur l'alphabétisation, hein. Là, on a une stagiaire qui est restée pendant 3 mois et donc elle suivait le module d'alphabétisation et elle a pris en main. Du coup, sur un cours, elle a pris en main à la fin du module quelques heures. Voilà, donc ça lui a permis de créer des contenus, de tester la démarche, etc. Donc, nous, on trouve intéressant que les stagiaires ils puissent un moment essayer quelque chose, mais par contre, on ne leur donne pas... les formations, c'est nous qui les animons, quoi. Donc, c'est plutôt des stages d'observation, voire sur quelques séances pour faire quelque chose, mais c'est plutôt de l'observation. On a un partenariat avec Lyon 2, hein, je ne vous cache pas. Donc, du coup, on prend prioritairement les personnes de Lyon 2, mais on a eu aussi un jeune étudiant de Clermont-Ferrand qui est venu sur quelques heures, voilà, pas sur un stage long, mais qui est venu l'année dernière parce que très intéressé par l'alphabétisation. Donc, nous, les gens qui s'intéressent à l'alphabétisation, en tout cas, si vous nous écrivez et que vous vous intéressez à l'alphabétisation, vous serez sûr d'avoir une réponse. Voilà. Mais on ne peut pas prendre beaucoup de stagiaires tous les ans. Merci beaucoup. J'aurais moi aussi une question. Comment faire connaître son association? Est-ce que vous faites de la pub? Est-ce que vous réfléchissez à une politique de publicité? Ou est-ce que on vous connaît de bouche à oreille? En fait, quand on a monté Langue Commune, nous, on était déjà à Lyon toutes les deux. Marie et moi, on est revenus en 2010 et on a travaillé à Forum Réfugiés. Donc, en fait, petit à petit, on s'est aussi fait un gros réseau dans l'insertion professionnelle et auprès d'assistantes sociales. On a travaillé dans des équipes interdisciplinaires aussi, donc ça a aidé à vraiment découvrir plein de structures. Sur les premières années, on est assez régulièrement intervenu dans des journées ou auprès d'équipes, voilà, pour faire connaître aussi nos actions, etc. Mais on ne fait pas de pub particulière. Et aujourd'hui, en fait, on est suffisamment connu pour faire du sur-mesure. Donc, en fait, en général, quand un client, on les appelle les partenaires, mais vient nous chercher, c'est parce qu'il sait ce qu'on fait. Voilà. On n'a pas de catalogue de formation, par exemple. D'accord. Très bien. Merci encore pour cette présentation super intéressante et stimulante. Je vous propose de faire une petite pause de 10 à 15 minutes. On se retrouve à 11h pour écouter Anne-Sophie Verrier, directrice de l'Alliance française de Pristina au Kosovo. L'intervention sera à distance. Donc, nous prendre le temps d'installation.